Connaissez-vous il n'a Rex rien à faire chez Kazadi? nous. Est-ce que vous connaissez Rex Kazadi? Non, pas vraiment, non. Vous ne connaissez pas Rex Kazadi? Non, non, le seul Rex que je connais, c'est mon frère. Écoutez, la dernière mission que j'ai eue au niveau du protocole quand j'étais à l'ambassade, c'était un 30 novembre 2004. C'était M. Roubaix-Roy, qui était vice-président à l'époque, qui venait et on me demandait d'aller l'accueillir. J'ai dit non. J'ai dit que je n'irais pas. C'est pas mon vice-président. Je savais que c'était un Rwandais. Je me demande pourquoi il était là. Aujourd'hui, pour vous, les combattants sont des alliés de la PARECO? Est-ce que la PARECO réunit en son sein des combattants? On n'a pas à réclamer la vérité des urnes. Mais on peut, dans ce cas, il faut aussi réclamer la vérité des urnes de 2006. Hein. Parce que M. Bemba serait aussi en droit de réclamer cette vérité des urnes. Maintenant, on fait quoi? On a 2 présidents. Bienvenue dans l'émission Droit de Cité. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Candide Okeke, militante politique et bien sûr directrice du cabinet de la PARECO, du président... National de la PARECO. De qui? Du président national de la PARECO. Ah, vous souhaitez le préciser comme ça. Du président national de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, un ancien responsable de la sécurité du maréchal Mobutu. Aujourd'hui, vous combattez contre le régime de Kinshasa. Plus précisément, vous combattez M. Joseph Kabila, c'est bien ça? Celui qui se fait appeler Joseph Kabila, oui. Il se fait appeler Joseph Kabila. Oui, tout à fait. Alors, M. Hippolyte Kanambe. Alors, je vais vous demander de parler légèrement plus fort, s'il vous plaît. Oui. Et je voudrais juste savoir, en fait, en un premier temps, comment va le président national, M. Honoré Ngwanda? Le président national de la PARECO se porte très bien. Je pense que la plupart des gens ont pu le constater, puisqu'il a accordé une interview il y a peu de temps à Londres, et on a pu le voir en forme et toujours aussi combatif. Mais combatif contre, et pourquoi en fait? Voilà, vous avez dit, vous combattez celui qui se fait rappeler, mais moi je l'appelle Joseph Kabila, puisque c'est son identité officielle et connue par tous. Vous dites, il aura un fond, ce sera un usurpateur. Oui, tout à fait. Écoutez, nous combattons, Joseph Kabila, c'est une pointe de l'iceberg, c'est tout un système qui a été mis en place qui fait que ce gouvernement qui est là est un gouvernement d'occupation, puisque Joseph Kabila, celui qui se fait appeler Joseph Kabila est un agent infiltré chez nous. Quand vous regardez son parcours, vous verrez, il y a des zones d'ombre dans sa biographie, à dessein d'ailleurs, puisqu'il ne parle jamais du fait qu'il a fait partie de l'armée rwandaise, l'APR, etc., que c'était un agent proche de Kagame et de James Kabarebe. Il a travaillé sous les ordres de James Kabarebe. Il le mentionne jamais, c'est pas pour rien, parce qu'il a un objectif qu'il doit atteindre chez nous, qui est celui de permettre l'occupation, la balkanisation de l'Est de la RDC, ce qui explique justement ce qu'on constate à l'Est, les massacres, les crimes, etc. Voilà. Parlons de la balkanisation, madame, puisqu'effectivement, c'est vraiment votre combat principal, et surtout de la PARECO et de votre président. La balkanisation, on en a parlé, et une des premières personnes à avoir parlé, bien sûr, ça serait, selon vous et selon votre organisation, votre patron... Ressortez vos archives, hein. Dites-moi, parmi les hommes politiques congolais, qui a parlé, qui a dénoncé l'occupation et la balkanisation avant M. Honoré Ngwanda. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, excusez-moi, mais voilà. J'en ai pas vraiment vu, parce que lui, il a dénoncé déjà sous le régime de Mobutu. Il y a des documents, des vidéos qui existent, qu'on a eu à diffuser même sur notre site, où on le voyait déjà dénoncer le processus de balkanisation, enfin l'agression déjà rwandaise. Mais lui, il était déjà en place, il était au pouvoir, il était aux côtés du maréchal. Tout à fait. Et qu'a-t-il fait ou comment a-t-il procédé pour empêcher cela, déjà, quand ils étaient aux manettes? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? S'il avait été tout seul, ça serait peut-être plus simple, et pas simple à la fois, mais il n'était pas seul, il était dans un système,
quelqu'un peut remplir son rôle en tant que responsable de la sécurité, donner des indications sur le processus d'agression qui a été camouflé sous le départ de Mobutu. Bon, la population qui ne voulait plus de ce régime... a-t-il failli à sa mission, puisqu'aujourd'hui le pays risque la balkanisation comme il le dénonce lui-même? A-t-il failli, puisque c'était son travail de signaler et de donner l'alerte? Oui, alors il a été longtemps responsable de la sécurité au niveau extérieur du pays. Alors à son niveau, il a pu apporter les éléments qui montraient qu'il y avait des puissances occidentales qui projetaient, qui voulaient faire partir le maréchal. Et surtout les derniers mois, il a eu suffisamment d'éléments pour effectivement informer son chef direct et puis les personnes qui travaillaient avec lui à l'époque. C'est pour ça que je dis, il y a des vidéos qui montrent effectivement qu'il est en train de parler d'agression rwandaise, d'occupation, pendant que d'autres relayaient le discours qui consistait à parler d'une révolte des Banyamulenge. Les Banyamulenge, dont on sait que c'est une ethnie qui a priori n'existe pas en RDC. Donc voilà, le discours du mensonge qui a permis de camoufler l'agression de la RDC, il a essayé, et que je vous dis, il y a des documents, des vidéos qui montrent qu'il a essayé d'expliquer aux Congolais que ce n'était pas ça. Il n'a pas été écouté. Et c'est-à-dire que d'un côté, on a eu des gens de l'opposition qui... Et puis comme beaucoup de Congolais, la majorité des Congolais ne voulaient pas entendre parler de Mobutu, et à juste titre, c'est pas moi qui vais défendre ça. Ne voulant pas en entendre parler, et bon, les gens étaient prêts à prendre n'importe qui pourvu qu'on fasse partie de Mobutu. Malheureusement, ce qu'on leur a présenté comme une libération n'en était pas. C'était le début d'une occupation et pas des moindres. Alors, permettez-moi de revenir sur votre personne et essayer, puisque c'est la première fois que je vous accueille, essayer d'expliquer aux gens qui nous suivent qui est Madame Candide Okeke. Vous avez un parcours assez étoffé, vous avez quand même côtoyé déjà l'administration congolaise. Essayez de nous expliquer cela. Quand est-ce que vous avez côtoyé l'administration congolaise et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté ce monde pour arriver finalement à être la directrice du cabinet d'Honoré Ngwanda? Écoutez, pour faire court, moi j'ai été surtout, quand je suis parce que j'étais en province, je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé un peu comme pigiste pour M. Bazakan qui avait un magazine, Eben Magazine, et dans ce cadre-là, ça m'a amené à faire un certain nombre d'interviews, y compris celle de M. Honoré Ngwanda quand il a sorti son livre Crime organisé en Afrique centrale. Donc pendant cette période-là, effectivement, j'ai eu à côtoyer un certain nombre de personnes, et y compris des personnes au niveau de l'ambassade de la RDC à l'époque, qui était avec M. Eddy Angoulou comme ambassadeur. Et donc, par ces contacts-là, j'ai été amenée à mener des actions ponctuelles au niveau du protocole. M. Eddy Angoulou a fait appel à moi au niveau du protocole de l'ambassade, ce qui m'a permis de côtoyer effectivement les autorités actuelles, etc. Et donc, j'ai pu observer, donc, ce qui fait que l'opinion que moi je peux me faire du gouvernement en place ne dépend pas du fait que je sois dans la PARECO d'abord, ça dépend de mon expérience personnelle. Et qu'est-ce que vous avez découvert quand vous étiez dans le système du gouvernement et du système congolais en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez réveillé un matin, vous disiez que non, là c'est pas ma place est à côté d'Honoré Ngwanda? Écoutez, la dernière mission que j'ai eue au niveau du protocole quand j'étais à l'ambassade, c'était un 30 novembre 2004. C'était M. Roubaix Roy, qui était vice-président à l'époque, qui venait et on me demandait d'aller l'accueillir. J'ai dit non. J'ai dit que je n'irais pas, c'est pas mon vice-président, je savais que c'était un Rwandais, je me demande pourquoi il était là, et puis avec un certain nombre d'éléments que j'ai pu, parce que je suis restée en fait pendant à peu près toute l'année 2004, où j'allais ponctuellement mener des missions de protocole, et voilà, donc il y a des limites, et j'en savais suffisamment pour savoir que d'abord c'était quand même il y avait beaucoup d'incompétences, et de la médiocrité, parce qu'en étant au protocole, on ne voit pas seulement ce que les gens voient de l'autre côté, on voit quand même un petit peu, entre guillemets, les coulisses. Donc j'ai pu voir des gens, un vice-président qui vous dit que lui, il ne faut pas le réveiller avant midi, il ne faut pas le déranger avant midi, alors que quand on voit l'état du pays, on se dit, purée, il devrait se réveiller au moins à 8 heures, tellement il y a il y aurait des choses à faire. Non, il y a des gens comme ça, des gens qui arrivent et puis qui se précipitent pour aller faire les courses, leurs courses, etc. Et quelle est la différence alors avec la PARECO? Pourquoi? Bon, ok, vous faites une analyse, mais rien qu'à ce niveau-là, je peux vous
trouvez que c'est une mauvaise chose. Je peux vous dire tout de suite. Vous préférez la Pareco alors qu'il y avait plusieurs autres partis politiques. Il y avait l'UDPS, il y avait le mouvement de M. Bemba, le MLC. Il y avait plusieurs mouvements. Oui, tout à fait. Pour agir politiquement. C'est vrai que quand j'ai quitté l'ambassade, j'ai d'abord créé, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelait Toponi Congo. Et j'ai été la première présidente de Toponi Congo. Et les actions qu'on a menées au départ, c'était plus des actions dans le militantisme, dans la défense des droits de l'homme. Mais ces actions-là, on a vite vu qu'on était limité. Pourquoi? Parce que nous, on essaie de jouer aux pompiers pendant que d'autres continuent à jouer aux pyromanes. Et puis, il y a eu aussi des considérations purement au niveau de ma sécurité qui faisaient que j'étais entourée des gens où, à un moment donné, j'avais l'impression qu'ils ne prenaient pas la mesure du combat que nous menions. Les gens que nous avions en face, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Et il fallait quelque part que je sois avec des gens qui prenaient un peu plus la mesure de ce qui se passait chez nous. C'est pour ça que j'ai eu à choisir, je voulais des gens qui soient un peu plus expérimentés et qui agissent effectivement au niveau politique, puisque je me rendais bien compte qu'on pouvait rester dans le système, enfin dans le milieu associatif, etc., mais ce n'était pas assez efficace. Donc effectivement, j'ai eu à choisir, j'ai commencé d'abord par regarder du côté de l'UDPS, mais la conscience que moi j'avais du problème chez nous, les photos que je voyais, comment on était en train d'exterminer les Congolais, je ne pouvais pas comprendre qu'on me dise, voilà, nous sommes non-violents. Puisque je me dis, bah, écoutez... Vous êtes pour la violence? Mais écoutez, c'est la légitime défense. À un moment donné, ça s'appelle de la légitime défense. Or, vous êtes prête à prendre des armes? Quand on voit ce qui se passe en RDC, je prends un exemple simple. Je serai à la place d'une Kivusienne là-bas. Quelqu'un qui rentre chez moi, et je sais que dans les minutes qui vont suivre, il va égorger mes enfants, il va me violer, etc. Je ne peux pas concevoir que l'homme qui est à côté de moi me dise non, attends, je vais discuter, ou je vais aller chercher la MONUSCO, etc. Hein? Voilà, pour être terre à terre. Voilà. Et c'est exactement le raisonnement que moi j'ai tenu. Je me suis tenu, j'ai dit non, je pense que ça, vu le problème... Ça, c'est le raisonnement de l'UDPS. Ben, vous dénoncez cela. Écoutez, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je n'y crois pas. Je peux vous donner l'exemple des Tibétains. Depuis qu'ils sont dans la non-violence, ils n'ont pas encore résolu leurs problèmes. Hein. Voilà, donc j'ai pas opté pour ça. J'aimerais bien que mes enfants un jour voient un Congo libre et je pense pas que ça passera par la non-violence. Faire la guerre, on ne fait pas la guerre parce qu'on a envie de faire la guerre. Hein, mais pour faire la paix avec quelqu'un, il faut que vous soyez deux. Vous pouvez vouloir la paix, vous pouvez ne pas vouloir la guerre, mais si l'autre en face vous agresse, c'est qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous et vous êtes obligé de vous défendre et de défendre ne fût-ce que vos proches. Donc voilà. Madame Ekoko, restons sur vos actions d'aujourd'hui et essayons de parler un peu plus du premier forum mondial des femmes francophones qui avait eu lieu à Paris le mercredi 20 mars 2013. Vous aviez été une des principales invitées de la ministre de la francophonie, Madame Yasmina Benguigui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui s'était passé ce jour-là? Écoutez, le forum, c'est un forum, disons que Mme Benguigui, comme elle a expliqué elle-même, quand elle a été en RDC, là où d'ailleurs beaucoup de Congolais ne comprenaient pas trop sa démarche d'accepter que comment ça s'appelle les viols, le sommet, non, que le sommet de la francophonie se tienne en RDC. Elle a défendu la tenue du sommet. Donc à l'époque les Congolais n'étaient quand même pas trop d'accord, mais en fait elle a fait quand même un travail. Vous étiez d'accord pour la tenue du sommet en RDC? Nous, dans un premier temps, on aurait préféré que non, mais finalement je pense qu'ils ont agi avec une certaine finesse qui a permis, bon, voilà, il y a eu un sommet. Mais il s'est quand même passé des choses à ce sommet qui ont plus appuyé ce que nous étions en train de dénoncer. On a vu un chef d'État aller en RDC et dénoncer clairement le fait que les frontières de la RDC mais ça a été une surprise pour bon nombre de Congolais, le comportement de François Hollande. Vous n'étiez pas prévenu, vous ne saviez pas que François Hollande allait avoir cette attitude face à son homologue? Écoutez, quand même, on a quand même des réseaux. Hein. On savait quand même un petit peu que, en tout cas, il n'était pas forcément prêt à cautionner l'agression de la RDC. Il l'a prouvé, il l'a dit clairement. Voilà. Et donc, cette fameuse le forum, effectivement. Ah oui, donc, alors, suite à ce voyage, suite à ce que Mme Benguigui a vu sur place, elle a estimé qu'il fallait quand même mener une action beaucoup plus vigoureuse. Quelle était votre action, vous, durant ce forum? Qu'est-ce que vous avez effectué? Quel est le message que vous aviez, comment dirais-je,
défendu. Écoutez, moi je pense qu'il faut voir le forum comme un aboutissement de tout un travail préalable qui a commencé, comme je dis, déjà depuis au moins l'année dernière, puisque Mme Benguigui, des documents, des mémos, etc., de notre part, elle en a eu pendant tout au long de l'année précédente. Et ce qui fait que, bon, il y a des idées que nous avons défendues, il y a des positions que nous avons, que nous avons mis en exergue et tout ça. Et ce que nous avons pu voir, c'est qu'ils en ont largement tenu compte. Et donc, le forum, en soi, elle a rassemblé 400 femmes, des combattantes qui viennent des pays francophones, pour parler des problèmes des femmes au niveau des femmes qui font partie de la francophonie. Et parmi ces problèmes, donc ça a été un peu divisé. Donc, il y a eu 3 tables rondes. La première table ronde portait sur les violences faites aux femmes, la seconde portait plus sur l'éducation, etc. Et la dernière portait sur le rôle des femmes dans le développement économique. Alors, bon, évidemment, quand on parle des violences, donc dans la première table ronde, malheureusement, la RDC tire un petit peu la palme aujourd'hui. On parle de la capitale mondiale du viol. Et forcément, ça a été une table ronde où on a beaucoup parlé de la RDC, d'autant plus qu'il y avait le docteur Mukwege qui était sur place, qui était un des invités, qui a pu témoigner. On a eu des vidéos, etc. On a vu des témoignages assez durs d'ailleurs. Et voilà, donc ça a beaucoup touché les gens. On a pu s'en rendre compte, puisque du coup, on s'est rendu compte que le reste du forum, qui n'était pas forcément dédié à la RDC, le problème de la RDC est revenu régulièrement jusqu'à la fin de la journée. Donc pour vous, c'était une réussite totale. Tout à fait. En tout cas, je dis, dans la démarche que nous avons, et qui est d'ailleurs dans le rôle que moi je mène dans le cabinet du président, qui est celui de faire passer nos messages, puisque je m'occupe un peu plus quand même de l'aspect communication, faire passer le message de la Pareco. Donc voilà, on a vu des gens qui sont sortis de là en sachant que oui, il y a un génocide en RDC qui touche particulièrement les femmes, parce qu'elles sont source de vie, et que comme il y a ce problème d'occupation de la RDC, donc les personnes qui veulent, le Rwanda en particulier, qui veut s'accaparer nos terres, passent par la destruction de la femme pour détruire toute vie congolaise dans cette zone, ce qui lui permet déjà, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, d'introduire maintenant des populations rwandaises pour occuper les terres. Donc, quand vous parlez du Rwanda, est-ce que le Rwanda est le seul coupable en fait du mal congolais? Parce que souvent vous avez à dénoncer Paul Kagame, le Rwanda, Paul Kagame. Est-ce que c'est que le Rwanda le problème? Non, bien sûr que non. Ceux qui nous suivent un peu le savent très bien, et ceux qui ont lu même ce livre le savent encore plus, puisqu'il y a des documents qui ont été produits dans le livre qui montrent très bien le rôle, par exemple, des lobbies occidentaux, des États-Unis aussi en particulier, qui sont quelque part, je veux dire, si on veut trouver le levier pour régler le problème qu'il y a en RDC, il se trouve quand même plus au niveau des États-Unis et de tous ces lobbies-là, de toutes ces multinationales, que du côté du Rwanda essentiellement. Madame Okeke, nous étions en train de parler du forum et du Rwanda. Mais moi, je voulais savoir, aujourd'hui, il y a un groupe de Congolais qui demande un tribunal international pour la RDC. Quel est le ressenti de la Pareco par rapport à cette demande? Nous pensons que dans l'état actuel des choses, il faut quand même que l'État congolais appuie cette démarche, et l'État actuel congolais qui est dirigé par un gouvernement d'occupation ne fera rien dans ce sens-là. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc pour l'instant, je pense il faut continuer. Il faut continuer à faire pression là-dessus, mais nous, à un moment donné, on a aussi pas mal œuvré dans ce sens-là, mais on est bien conscient maintenant qu'il faut d'abord que le gouvernement change en RDC. Ça facilitera plus les choses pour que justice soit rendue pour les victimes. Le gouvernement change. Il y a eu la démocratie qui s'est exprimée en 2011, en novembre 2011, avec démocratie sous un gouvernement d'occupation, c'est presque... Vous êtes contre les élections en RDC, contre Joseph Kabila. En tout cas, s'il y a le candidat Kabila, vous êtes contre. Mais il n'a rien à faire chez nous. Il est rwandais. Il n'a rien à faire pour... C'est-à-dire, quand on doit organiser des élections en RDC, ceux qui doivent concourir, ce sont des Congolais entre eux. C'est un imposteur qui est là, qui travaille pour les intérêts rwandais. Il n'est pas là pour défendre les intérêts congolais. Connaissez-vous Rex Kazadi? Il n'a rien à faire chez nous. Est-ce que vous connaissez Rex Kazadi? Non, pas vraiment, non. Vous ne connaissez pas Rex Kazadi? Non, non. Le seul Rex que je connais, c'est mon frère, qui est avocat, qui est quelqu'un de très posé, intelligent.
Alors, Rex Kazadi, c'est un combattant, porte-parole du BPK. Rex Kazadi, aujourd'hui, réclame souvent à ce qu'on lui explique, on lui donne des éléments probants sur, soi-disant, les origines rwandaises de M. Kabila ou sa filiation avec le fameux M. Kanambe. Est-ce que vous, la Pareco, qui est à l'origine de ce prénom et de ce nom Hippolyte Kanambe... Nous ne sommes pas à l'origine, il faut regarder les documents, regarder sa signature. Est-ce que vous pouvez fournir à M. Kazadi, qui le réclame, des éléments prouvant que Joseph Kabila serait Hippolyte Kanambe? Écoutez, après, comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais je vais quand même vous donner un certain nombre d'éléments. Vous regardez dans le parcours de... Déjà, un chef d'État qui met presque 2 ans pour mettre sa biographie sur son site. Une fois qu'ils mettent ça ils le mettent sur son site, ils vous disent que voilà, il a étudié en Tanzanie. Ah, il a étudié en Tanzanie à l'école française, mais tout le monde sait que quand il arrive en RDC, il ne pouvait même pas aligner 2 mots de français. Ce qui est quand même assez étonnant. Il parlait plus facilement le Kinyarwanda, qui n'est pas du tout enseignant en RDC, plutôt que la langue française. De 1. Ensuite, nous, on a vérifié au niveau de l'école française en Tanzanie. Monsieur n'a jamais été là-bas. Par contre, on retrouve sa trace, effectivement, dans les troupes de l'APR, FPR, les troupes rwandaises qui ont après constitué l'ossature de l'AFDEL, quand ils sont arrivés. Ensuite, quand vous regardez son parcours, vous entendez celle qui se fait passer pour sa mère, Madame Sifa, qui vous dit oui, il a fait son service militaire en Tanzanie, mais quand vous allez en Tanzanie, vous apprenez quand même, pour faire le service militaire, il faut être citoyen tanzanien. Déjà, il y a quand même un problème, parce que dans ce cas, qu'ils nous disent à quel moment déjà il est devenu congolais, encore un brouillard. Après, on continue. On va vous dire... voilà, il est né à Ewabora en 71. Écoutez, Ewabora n'existait pas en RDC. Hein. Voilà, donc c'est une série de... Et à côté de ça, on a maintenant des gens qui sont soit dans la Pareco, soit des gens, des témoignages qu'on a eu, des personnes qui l'ont connu. Je cite M. Moulopo, qui a connu sa mère biologique. Madame Marceline, je me rappelle, enfin, Mukambouji, je ne sais pas quoi là, voilà, des gens qui ont côtoyé sa mère biologique, qui est des gens à qui il a présenté lui-même, ou des gens, des proches de lui, voilà. Monsieur Moulopo, c'est quelqu'un qui a quand même, qui a eu à manger ou à boire avec cette dame, donc voilà. Et c'est pas la seule personne, moi-même personnellement, j'ai connu d'autres personnes qui ont connu cette dame. Voilà. Mais on a souvent ensuite, je pense qu'on a bien compris. C'est pour ça que la Pareco, pour faire court, nous avons demandé depuis des années, écoutez, il y a des doutes sur son parcours, il y a tout un faisceau d'éléments qu'on peut reprendre, etc. Évidemment, il faut se tenir au courant. Il y a tout un faisceau d'éléments qui montrent qu'il y a eu une imposture au niveau de son identité. Maintenant, nous avons demandé pour faire court qu'il fasse son test ADN, tout simplement. Voilà. Après, alors pourquoi vous n'entamez pas une procédure judiciaire pour demander les tests ADN? Mais on a fait, écoutez, nous on a fait ce qu'on a pu. On comprend bien que dans sa position, il ne soit pas pressé de le faire, puisque de toute manière, voilà, l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ça, c'est aussi une réponse en soi. Il ne va pas aller faire un test ADN en sachant que de toute manière, ça va prouver qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila ou le fils de Madame Sifa. Donc voilà. Madame, est-ce que aujourd'hui, pour vous, les combattants sont des alliés de la Pareco? Est-ce que la Pareco réunit en son sein des combattants? Écoutez, le mouvement des combattants, c'est vrai qu'il est un peu hétéroclite, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui s'inscrivent dans la ligne de la résistance. Et donc, parmi les combattants, il y en a il y en a qui m'intéressent plus que d'autres. Qui, par exemple, vous intéresse plus chez les mais je vous dis selon quels critères. Pour moi, en étant dans la résistance, ce qui me paraît plus intéressant dans le combat d'un combattant, c'est d'abord une vision cohérente de la situation. Qui vous intéresse, par Mais exemple? avant d'en arriver là, il faut une cohérence, il faut une détermination, et puis il y a la longueur du combat. Donc il y a des gens, pour moi, comme Odombo, qui sont effectivement des combattants parce qu'ils ont une vision qui est quand même beaucoup plus celle de la résistance. Parce que nous, nous nous considérons comme des résistants. Ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui sont dans l'esprit de la résistance. Un résistant ne va pas aller avec... On a bien compris, mais Odombo et qui d'autre? Bon, si vous voulez des noms, moi, il y a des gens qui m'intéressent plus. Il y a des gens, c'est-à-dire qui ont eu peut-être
un parcours un petit peu en zigzag, mais tel que qui, madame? Je parlerai d'Henri Mouquet. Henri pour moi, je Mouquet, trouve qu'en zigzag. Pourquoi? Parce que c'est des gens que je reconnais dans le sens où c'est quand même des gens qui ont été des initiateurs de ces mouvements-là. Parce que souvent, on voit des nouvelles têtes qui sortent avec ça, mais il y a des gens qui ont commencé depuis longtemps. En Belgique, il y a Henri Mouquet. Et puis, bon, si je prends le cas de l'Angleterre, il y en a un que je trouve cohérent dans son discours et dans son comportement, etc. Bon, ce serait plus Yoto Lumumba ou des gens comme ça. Enfin, il y en a quand même un peu plus aussi en Angleterre, que je ne vais pas tous citer. Mais voilà, donc pour moi... Parlons un peu plus des alliances et des relations avec les autres mouvements en RDC. On a souvent l'impression que la PARECO, en fait, combat tout le monde et surtout l'UDPS. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'UDPS? Les relations avec l'UDPS, bon, nous ne sommes pas de l'UDPS, ils sont pas de la PARECO, donc chacun gère son mouvement. Maintenant, il y a des membres de l'UDPS qui sont régulièrement en contact avec des membres de la PARECO, nous sommes tous congolais. Donc voilà, mais il y a toujours... Souvent, on a l'impression, surtout par exemple si on parle de la vérité des urnes, vous êtes... Que pensez-vous de la vérité des urnes réclamée par l'UDPS et ses membres? Écoutez, c'est déjà... Nous étions contre les élections. Nous n'étions pas pour que les Congolais aillent aux élections, que ce soit en 2006 ou en 2011. Et nous avons estimé que les élections de 2006 auraient dû servir un peu plus de leçon aux Congolais par rapport à 2011, parce que la manière dont... Ce qui s'est passé en 2006 montrait très bien que Kabila referait la même chose que ce qu'il avait fait, c'est-à-dire les fraudes, la répression, etc. Donc, et quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, qui était quand même beaucoup plus outillé, il avait les moyens financiers, il faisait partie du gouvernement, donc il avait quand même un réseau qui pouvait gérer un petit peu tout ça. Donc voilà, il était beaucoup plus présent, et sans compter qu'il avait en plus des troupes à lui qui étaient stationnées à Kinshasa, etc. On a pu voir comment, à un moment donné, il y a eu des affrontements entre eux et ceux de Kabila, etc. Celui qui se fait appeler Kabila. Donc voilà, ça aurait dû servir un peu plus de leçon. Savoir que pour aller aux élections, il faut être déjà dans un système démocrate, avoir des démocrates qui sont prêts à jouer le jeu. Monsieur Kabila ne joue pas le jeu, il ne peut pas jouer le jeu parce que c'est un gouvernement d'occupation. Et le fait que l'UDPS soit allé... C'était une erreur et le résultat a prouvé que c'était une erreur. Voilà. Et donc, on n'a pas à réclamer la vérité des urnes. Mais on peut, dans ce cas, il faut aussi réclamer la vérité des urnes de 2006. Parce que M. Bemba serait aussi en droit de réclamer cette vérité des urnes. Maintenant, on fait quoi? On a 2 présidents. Voilà. Il y a ça, mais il y a surtout le fait que c'est un gouvernement d'occupation. On ne va pas se disputer le leadership en RDC avec des étrangers. Si vous allez aux élections, c'est-à-dire qu'en cas de litige, on se base sur les textes qui régissent le pays, la constitution, la loi électorale, pour régler les litiges. Mais quand on regarde les litiges, quand on regarde les textes de la RDC, on se rend compte que normalement, vous n'avez pas le droit d'aller aux élections avec des étrangers. Mais quand vous regardez, je prends cet exemple-là simplement. Alors, dites-moi comment des personnes qui sont censées connaître quand même cette loi ont pu déjà elles-mêmes transgresser la loi. Donc on se retrouve dans une situation où on a des gens qui choisissent ces articles qu'ils veulent respecter. Mais dans ce cas, Joseph Kabila fait la même chose. Voilà. Donc après, ils se sont tirés une balle dans le pied. Aujourd'hui, on a Bosco Tanganda qui est arrêté à La Haye et qui est déjà passé devant la cour. Et à la grande surprise de bon nombre de Congolais, il a notifié être né au Rwanda, mais ayant grandi en RDC, et il préférait s'exprimer en Kinyarwanda. Qu'est-ce que ça fait au sein du bureau de la PARECO? Et surtout, moi je voudrais savoir comment le président Honoré Ngwanda de la PARECO a réagi face à cette information. Je suis désolée, mais pour nous, ce n'était pas un scoop. Pour ceux qui lisent ce que nous produisons, etc., on sait très bien, justement, c'est ce que nous essayons de dire aux Congolais depuis longtemps, nos institutions sont infiltrées. Le rôle de Joseph Kabila, celui qui se fait appeler Joseph Kabila en RDC, ça a été de désorganiser notre armée. Et pour ça, il a introduit un certain nombre d'agents rwandais. Et ceux-là, ce sont ses frères d'armes de l'APR, FPR, etc. Ce sont les mêmes. Et quand vous regardez les massacres qui ont eu lieu dans la région depuis des décennies, depuis au moins 2 décennies,
on retrouve toujours les mêmes noms. Les Bosco Ntaganda, les Laurent Nkunda, les Mutebousi, ce sont toujours les mêmes tueurs, les mêmes pilleurs qui sont là depuis des années. Et Joseph Kabila, le rôle qu'il a joué là, d'ailleurs avec Robert Roy, qui était un ancien étudiant, le président des étudiants rwandais de Lubumbashi, hein, vous vous rendez compte, il s'est retrouvé vice-président, donc voilà le processus d'infiltration de nos institutions. Donc vous avez des gens comme ça qui sont là à l'œuvre depuis des années pour décimer la population, pour semer la terreur, tout ça pour pouvoir s'accaparer les terres. Et Bosco Ntaganda, c'est un agent parmi d'autres. Et Bosco Ntaganda, ce n'est qu'une petite pointe de l'iceberg. Ce n'était pas un scoop. Et il parle Kinyarwanda, évidemment. C'est un citoyen rwandais. Hein. D'ailleurs, on parle aujourd'hui, on dit qu'il est congolais, mais le mandat d'arrêt qui avait été lancé par lui, qui avait été lancé contre lui par la CPI, disait déjà que c'était un citoyen rwandais. Donc voilà, à quel moment il a pris la nationalité congolaise? Ça, monsieur, celui qui se fait appeler Kabila, il ne vous l'a pas dit non plus. Voilà. On voudrait également avoir la réaction de la Pareco sur plusieurs accords. Et je vais vous demander d'être bref, s'il vous plaît, madame. Il y a eu l'accord cadre signé à Addis Abeba qui avait pour but, la paix en RDC. Et il y a eu le fameux traité de Nice où on a vu un haut cadre de votre mouvement paraffer ce document. Allez-y doucement, bref, mais parlez-nous du ressenti de la Pareco sur l'accord cadre Addis Abeba et le fameux traité de Nice. Alors l'accord cadre, nous avons déjà eu un extrait dessus, mais je vais revenir brièvement là-dessus, sur ce que nous avions dit. À savoir, donc, le but, c'est ce que tout le monde attend depuis des années, ce qu'on promet aux Congolais, c'est le retour de la paix à l'est surtout de la RDC. Pour ça, on a eu Sem City, il y a eu les accords de Lusaka, on a eu toute une série, on nous sort toute une série de noms. Vous allez avoir Umo Jawetu, et des choses comme ça. Voilà, il y a eu tout un... Mais le problème, c'est quoi? Si on veut régler un problème réellement, on n'a pas peur d'identifier le problème, d'identifier ceux qui posent problème. Et il n'y a que la Pareco qui est capable d'identifier le problème. Laissez-moi finir. Dès que cette démarche n'est pas respectée dans cet aspect-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on identifie clairement qui pose problème. L'ONU, les États-Unis, les voisins de la RDC, toutes ces personnes-là n'ont pas d'intérêt. Eh ben oui, il y a un problème d'hypocrisie assez généralisé par rapport au problème congolais. Parce que le fond du problème, c'est quoi? C'est ce qu'on entend souvent, mais les gens peut-être ont tendance à oublier. Le fond du problème, c'est la mainmise sur nos ressources. Les États-Unis ont besoin de contrôler ce qui se passe en RDC, surtout à l'Est, au niveau des réseaux d'approvisionnement des matières premières. Ils s'appuient sur le Rwanda pour s'assurer cela, surtout par rapport à des puissances comme la Chine ou la Russie. Donc la préoccupation principale pour eux, c'est ça, c'est pas le génocide congolais, non. C'est pas ça leur préoccupation. Le Rwanda, eux, leur problème, c'est surtout de pouvoir utiliser... Que propose la Pareco pour lutter? C'est d'abord de mettre un terme au gouvernement d'occupation qui est en RDC, qui permet justement ce génocide, ces pillages, etc. Donc pour la Pareco, un Congolais à la tête du Congo, les massacres à l'Est seront finis. Un Congolais à la tête du Congo est un peuple vigilant, parce que le fait d'avoir un Congolais à la tête du Congo, comme on a vu avant, c'est pas ça qui garantit forcément que la personne va respecter les attentes de la population. Il faut un peuple vigilant comme dans tous les pays. Aujourd'hui, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans certains pays, la population se lève. Vous, par rapport à ce peuple qui a été signé un contrat des accords à Nice? Alors, je finis juste sur l'accord cadre. Puisqu'on n'a pas cherché à identifier le véritable problème, puisqu'on n'a pas condamné ceux qui sont réellement en train de massacrer, de piller, donc notamment le Rwanda qui est devenu un État receleur, ça prouve bien qu'il y a une hypocrisie qui couvre les criminels et qui laisse faire ce qui se passe dans la région. Quand on voit le Rwanda, nous sommes à l'anniversaire du génocide rwandais, quand on voit ce qui s'est passé là-bas, on se rend compte que des gens comme Kagame sont des gens qui sont passés à travers les mailles du filet du TPIR, puisque quand même on sait qu'au niveau du déclenchement du génocide rwandais, Kagame a joué un rôle important. Et si ces gens-là n'ont pas été punis, ça veut dire qu'il y a 20 ans, ils ont été à la base des 800 000 morts rwandais, et 20 ans après, parce qu'on les a laissés faire, on se retrouve, on a 8 millions de morts dans la région. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre cadre qui avait signé le contrat, le traité de Nice? Oui, l'ancien secrétaire général de la Pareco. Monsieur Changou. Oui, Monsieur Changou. Écoutez, comme on a eu à l'expliquer, le texte qui a été publié, donc celui qui a été appelé le traité de Nice, c'est un texte que nous n'avions jamais vu.
Le texte que nous avons vu au niveau du cabinet du président et puis le président lui-même... Est-ce que la Pareco a interdit M. Chungou de répondre aux interventions? Je suis en train d'expliquer. Donc, il y a eu un... Avant d'arriver, ceux qui se sont retrouvés à Nice ont eu 2 textes. Le premier texte, c'était le Conseil national congolais. Hein, c'était le texte de constitution du Conseil national congolais. Le deuxième texte, c'était le traité de Nice. Et pour avoir accès au second texte, il fallait d'abord avoir accepté la constitution du Conseil national congolais. Nous avions refusé et quand on nous en a parlé, le président a donné un ordre clair. M. Chungou ne l'a pas respecté. Il est allé signer ensuite le texte qu'il ne nous a jamais présenté, qu'on ne nous avions jamais vu, et qui était le traité de Nice. Donc c'était sa responsabilité personnelle. Et comme il n'a pas respecté ce texte et qu'il a dessiné ce texte qui était un texte de balkanisation de la RDC, on l'a obligé à quitter la Pareco. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On se retrouvera bientôt pour d'autres explications. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.